Installez-vous confortablement. Laissez les bruits du monde s'éloigner, comme si une porte invisible se refermait doucement derrière vous. Respirez plus lentement. Ce que vous allez entendre n'est ni une simple histoire, ni une thèse provocatrice, ni une nostalgie d'un âge d'or imaginaire. C'est une question ancienne, dérangeante, presque interdite, que l'humanité évite depuis des siècles, non pas par manque de curiosité, mais par peur de la réponse. Et si ce que nous appelons le début n'était qu'un recommencement? Et si notre civilisation, avec ses certitudes, ses machines et sa mémoire écrite, n'était pas la première à se croire au sommet de l'histoire? Depuis toujours, l'être humain aime se penser comme un héritier direct du chaos, un enfant de la nature devenu adulte grâce à l'intelligence et à l'effort. Cette vision rassure, elle donne un sens linéaire au passé et une promesse au futur. Nous serions partis de presque rien pour atteindre ce que nous sommes aujourd'hui. Pourtant, cette idée repose sur une hypothèse fragile, celle que la mémoire humaine est continue, fidèle et complète. Or, l'histoire elle-même nous apprend l'inverse. Les bibliothèques brûlent, les villes s'effondrent, les langues meurent, les savoirs se fragmentent, se transforment en mythes, puis en symboles, avant de devenir incompréhensibles. Dans ce silence laissé par les civilisations disparues, quelque chose persiste, une intuition, une inquiétude diffuse, une sensation que certains récits anciens ne sont pas de simples fables destinées à distraire ou à moraliser, mais des échos déformés d'un passé plus profond. Parmi ces récits, l'un se distingue par sa force, sa cohérence et sa persistance à travers les siècles, celui de l'Atlantide. Non pas comme une île engloutie spectaculaire, mais comme l'idée même d'une humanité antérieure avancée, consciente de sa puissance et de ses limites, puis brutalement effacée. L'Atlantide n'apparaît pas comme un rêve naïf d'un monde parfait. Elle est décrite comme une civilisation organisée, structurée, capable d'exploits techniques, mais aussi vulnérable à ses propres excès. Elle n'est pas présentée comme innocente, mais comme responsable. Et c'est précisément cela qui la rend troublante. Ce récit ne glorifie pas un paradis perdu, il parle d'une chute, d'un déséquilibre, d'un moment où le pouvoir dépasse la sagesse. Autrement dit, il parle de quelque chose de profondément humain. Pourquoi une civilisation inventerait-elle un tel mythe si elle ne portait aucune mémoire, même fragmentaire, d'un effondrement antérieur? Pourquoi transmettre une histoire aussi précise sur la montée et la disparition d'un monde avancé si l'objectif n'était que symbolique? Et surtout, pourquoi ce récit résonne-t-il autant avec nos propres inquiétudes modernes, comme si un avertissement ancien continuait de nous observer à travers le temps? Ce que nous appelons progrès n'est pas toujours synonyme de sagesse. Chaque époque se pense unique, exceptionnelle, arrivée à un point jamais atteint auparavant. Pourtant, chaque époque porte en elle les mêmes tensions. Le désir de maîtrise, la peur du chaos, l'illusion de contrôle total. L'Atlantide, dans ce contexte, cesse d'être un lieu. Elle devient un miroir, un rappel que l'intelligence sans équilibre peut conduire non à l'élévation, mais à l'oubli. Il est tentant de rejeter ces réflexions comme des spéculations séduisantes mais inutiles. Pourtant, l'histoire humaine est rythmée par des discontinuités brutales. Des périodes entières disparaissent sans laisser de traces claires. Des techniques sont redécouvertes après avoir été perdues. Des structures sociales complexes s'effondrent et sont remplacées par des siècles de silence. Ce phénomène n'est pas exceptionnel, il est récurrent. Et il pose une question inconfortable. Combien de fois l'humanité a-t-elle cru être arrivée au sommet avant de retomber dans l'ombre? L'Atlantide pourrait ne pas être la première civilisation avancée, elle pourrait ne pas être la seule, elle pourrait même ne pas être exactement telle que décrite, mais elle incarne une idée centrale, universelle, que l'on retrouve sous différentes formes à travers le monde, celle des cycles. Naissance, expansion, excès, chute, oubli. Ce cycle ne concerne pas seulement les empires, il concerne la conscience humaine elle-même, la manière dont une société se perçoit, se justifie et se raconte. Dans ce voyage, il ne s'agira pas de chercher des preuves spectaculaires ou des révélations sensationnelles, il s'agira d'écouter attentivement ce que les récits anciens tentent encore de dire, de comprendre pourquoi certaines histoires ont survécu alors que tant d'autres ont disparu, de s'interroger sur ce que signifie réellement une civilisation avancée. Est-ce la technologie, l'organisation sociale, la domination de la nature, ou bien quelque chose de plus fragile, de plus difficile à maintenir, l'équilibre entre pouvoir et responsabilité? Ce récit ne vous demandera pas de croire,
Il vous demandera de réfléchir, de suspendre un instant l'idée que le présent est nécessairement supérieur au passé, de considérer la possibilité que certaines civilisations aient atteint un niveau de compréhension différent, ni inférieur ni supérieur, mais autre, et que leur disparition n'ait pas été un accident isolé, mais une conséquence logique de choix accumulés. À travers l'Atlantide, c'est notre propre époque qui sera observée, nos ambitions, nos peurs, notre confiance dans le progrès continu. Le message oublié de cette civilisation ne serait ni une carte, ni une technologie perdue, ni une prophétie mystique. Ce serait un avertissement silencieux, transmis sous forme de mythe pour survivre au temps. Aucune civilisation n'est éternelle, surtout lorsqu'elle se croit invincible. Si vous êtes prêt à suivre ce fil, à descendre lentement dans les couches profondes de la mémoire humaine, alors laissez cette histoire vous accompagner. Prenez ce temps comme une parenthèse. Et si ce voyage éveille votre curiosité, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Le reste du chemin commence maintenant. La question interdite, pourquoi l'humanité se croit-elle toujours au commencement de l'histoire? Il existe une croyance profondément ancrée dans l'esprit humain, si familière qu'elle en devient invisible. C'est l'idée que nous sommes au début de quelque chose, que notre époque marque un seuil inédit, que jamais auparavant une civilisation n'a atteint un tel niveau de maîtrise, de complexité, de compréhension du monde. Cette conviction n'est pas propre à l'ère moderne. Elle traverse les siècles, se reformule, change de vocabulaire, mais demeure intacte dans sa structure. Chaque civilisation se regarde comme un point culminant, rarement comme un simple moment dans une succession plus vaste. Cette manière de se penser n'est pas seulement une erreur d'orgueil, elle répond à un besoin psychologique fondamental. Se croire au commencement rassure. Cela donne l'illusion d'un avenir ouvert, d'une trajectoire ascendante, d'un progrès qui ne peut aller que dans un sens. Si nous sommes les premiers, alors nos erreurs sont excusables, nos excès compréhensibles, nos risques justifiés. Nous apprenons encore, nous expérimentons, nous avançons. Mais si d'autres sont venus avant nous, et s'ils ont chuté malgré leur savoir, alors cette certitude s'effrite. La difficulté commence précisément là. Accepter l'idée que notre civilisation ne serait pas unique, ni première, ni même exceptionnelle dans son essence, exige d'un renversement intérieur. Cela signifie que le progrès n'est pas une ligne droite, mais une courbe fragile. Cela implique que l'intelligence technique n'immunise pas contre l'effondrement. Et surtout, cela oblige à regarder le passé non comme une enfance naïve de l'humanité, mais comme un cimetière de mondes disparus. L'histoire officielle, telle qu'elle est souvent racontée, commence après le silence. Elle débute là où les traces deviennent lisibles, là où les archives apparaissent, là où les pierres parlent encore. Mais ce choix est arbitraire. Il confond ce qui est visible avec ce qui a existé. Tout ce qui précède l'écriture, ou ce qui a perdu son écriture, est relégué dans une zone floue, qualifiée de préhistorique, comme si l'absence de documents équivalait à l'absence de pensée complexe. Or, la mémoire humaine ne fonctionne pas ainsi. Elle se transmet aussi par le récit, par le symbole, par le mythe. Les mythes sont souvent traités comme des fictions naïves. Pourtant, ils constituent l'un des moyens les plus efficaces de transmission à long terme. Un mythe peut survivre à l'effondrement d'un empire, à la disparition d'une langue, à la perte d'une technologie. Il se déforme, se simplifie, se moralise, mais conserve un noyau. Et c'est précisément ce noyau qui dérange, car il ne s'aligne pas toujours avec l'idée d'un progrès linéaire. La question interdite n'est donc pas de savoir si une civilisation ancienne possédait des machines comparables à nôtres. Elle est plus profonde. Elle demande si une société humaine, à une époque lointaine, a pu atteindre un équilibre différent entre connaissance, pouvoir et responsabilité, et si cet équilibre a été rompu. L'idée même d'une civilisation antérieure avancée menace pas seulement notre chronologie, elle menace notre récit identitaire. C'est dans ce contexte que le nom d'Atlantide apparaît comme une faille dans la certitude humaine. Ce nom ne surgit pas comme une légende isolée, mais comme une anomalie persistante. Il ne décrit pas une tribu primitive, ni un peuple sauvage idéalisé. Il évoque une société structurée, consciente de sa puissance, organisée autour de lois, de valeurs et de responsabilités.
Et surtout, il raconte sa disparition non comme une fatalité naturelle, mais comme la conséquence d'un déséquilibre interne. Pourquoi ce récit a-t-il survécu alors que tant d'autres ont été oubliés? Pourquoi continue-t-il de fasciner, même lorsqu'il est rejeté? La réponse réside peut-être dans ce qu'il suggère sans jamais l'énoncer clairement. L'humanité n'est pas en train d'écrire son premier chapitre. Elle en réécrit peut-être un autre, avec les mêmes erreurs, sous des formes nouvelles. Chaque civilisation construit une image du passé qui la justifie. Les sociétés antiques se pensaient héritières d'âges héroïques. Les sociétés médiévales se voyaient comme le prolongement dégradé d'un âge d'or. Les sociétés modernes se perçoivent comme l'aboutissement d'un long effort rationnel. Dans tous les cas, le présent est placé au centre, comme un point de référence ultime, rarement comme une étape. Cette centralité du présent produit une forme de myopie historique. Elle empêche de reconnaître les signes précurseurs de l'effondrement, car ceux-ci sont toujours interprétés comme temporaires, maîtrisables, corrigibles. Une civilisation qui se croit au commencement pense avoir le temps. Une civilisation qui sait d'être tardive agit avec prudence. L'Atlantide, dans les récits qui nous sont parvenus, aurait ignoré ce basculement intérieur. Elle aurait confondu puissance et stabilité. Il est important de comprendre que cette histoire ne parle pas de punition divine au sens moral simpliste, elle parle de limites systémiques. Toute société humaine repose sur des équilibres invisibles, entre exploitation et préservation, entre hiérarchie et cohésion, entre innovation et sagesse. Lorsque ces équilibres sont rompus, la chute n'est pas immédiate, elle est progressive, presque imperceptible, jusqu'au moment où elle devient irréversible. Se croire au commencement empêche de reconnaître ces signaux faibles. Cela pousse à penser que chaque crise est une anomalie, jamais un symptôme. L'idée d'une civilisation antérieure avancée, disparue malgré ses connaissances, introduit une inquiétude radicale. Et si l'histoire ne nous devait rien? Et si la survie n'était pas garantie par l'intelligence seulement? Cette inquiétude explique pourquoi la question est souvent écartée, ridiculisée ou simplifiée. On préfère transformer l'Atlantide en conte fantastique, en décor exotique, en drame nostalgique. Car prendre ce récit sérieusement, même symboliquement, oblige à remettre en question l'idée que le progrès technologique équivaut à une ascension morale. Or, rien dans l'histoire humaine ne confirme telle équivalence. Ce premier pas n'est donc pas une affirmation, c'est une ouverture. Une fissure volontaire dans le récit confortable de l'humanité moderne. Il ne s'agit pas encore de prouver quoi que ce soit, mais de reconnaître que la certitude d'être les premiers est une construction, non une évidence, et que derrière cette construction se cache peut-être la peur la plus profonde de toute civilisation, découvrir qu'elle n'est pas exceptionnelle, seulement passagère. La suite de ce voyage ne cherchera pas à détruire le présent, mais à l'éclairer, à montrer que l'oubli est aussi dangereux que l'ignorance, et que certaines histoires survivent précisément parce qu'elles parlent de ce que l'humanité préfère ne pas entendre. La mémoire fragile des civilisations, comment le savoir disparaît plus vite que les pierres. Lorsqu'une civilisation disparaît, ce ne sont pas d'abord ses bâtiments qui s'effacent, mais sa mémoire. Les pierres peuvent rester debout des siècles, parfois des millénaires, mais le sens qu'elles portaient s'évapore bien plus vite. Les gestes quotidiens, les raisonnements complexes, les systèmes de valeurs, les peurs collectives et les espoirs profonds sont rarement gravés dans la matière. Ils vivent dans les esprits, dans la parole, dans des structures sociales fragiles. Et lorsque ces structures se brisent, la connaissance devient muette. L'être humain a tendance à croire que ce qui est écrit est éternel. Pourtant, l'écriture elle-même est une technologie vulnérable. Elle dépend de supports périssables, de langues changeantes, de traditions de transmission qui peuvent s'interrompre brutalement. Une bibliothèque peut brûler en une nuit, une langue peut mourir en quelques générations, un symbole peut perdre son sens dès lors que le contexte qui lui donnait vie disparaît. Le savoir, contrairement à ce que l'on imagine, n'est pas naturellement cumulatif. Il est instable, discontinu, soumis aux aléas de l'histoire. Chaque civilisation hérite moins qu'elle ne le pense. Elle reçoit des fragments, des restes, des ruines intellectuelles qu'elle interprète à travers ses propres filtres. Ce processus transforme le passé. Il le simplifie, le moralise, parfois le déforme. Ce que nous appelons tradition est souvent une reconstruction tardive, une tentative de donner une continuité à ce qui a été profondément brisé.
Et ce phénomène n'est pas accidentel, il est structurel. Lorsque des sociétés complexes s'effondrent, ce ne sont pas seulement les élites qui disparaissent, ce sont les réseaux de transmission. Les maîtres ne forment plus d'élèves, les artisans ne transmettent plus leurs gestes, les penseurs ne sont plus écoutés. Le savoir cesse d'être utile dans un monde dominé par l'urgence, il devient un luxe inutile, parfois même un danger. Dans ces moments, la survie immédiate prend le pas sur la mémoire longue. C'est ainsi que des connaissances sophistiquées peuvent être perdues sans laisser de traces évidentes, non parce qu'elles étaient insignifiantes, mais parce qu'elles n'étaient plus adaptées aux nouvelles conditions d'existence. Une technique peut être abandonnée non par oubli volontaire, mais parce que le monde qui la rendait possible a disparu. Une société fragmentée ne peut pas maintenir les mêmes niveaux de complexité qu'une société stable et organisée. Il est essentiel de comprendre que la perte de savoir n'est pas toujours totale. Elle est souvent partielle, fragmentée, diffuse. Des idées survivent sous forme de symboles, des pratiques subsistent sans que leur origine soit comprise. Des récits persistent, dépouillés de leur contexte initial, transformés en mythes ou en traditions sacrées. Ces survivances sont ambiguës. Elles peuvent être prises pour des fictions, alors qu'elles sont parfois les derniers échos d'un système de pensée oublié. La mémoire collective humaine fonctionne par couches. Les plus récentes sont claires, détaillées, documentées. Les plus anciennes deviennent floues, compressées, symboliques. À mesure que l'on recule dans le temps, la précision diminue, mais la charge émotionnelle augmente. Les récits anciens ne cherchent pas à informer de manière factuelle. Ils cherchent à transmettre un sens, une leçon, une mise en garde. Et c'est précisément ce glissement qui rend leur interprétation délicate. Une civilisation qui s'effondre ne laisse pas derrière elle un message explicite disant « Voici ce que nous avons mal fait ». Elle laisse des ruines, des anomalies, des incohérences. Elle laisse des récits incomplets que les générations suivantes tentent de comprendre avec des outils conceptuels différents. Ce décalage crée des malentendus. Ce qui était autrefois un avertissement devient une légende. Ce qui était une description devient une métaphore. La fragilité de la mémoire explique pourquoi certaines civilisations peuvent être perdues presque entièrement du récit historique, même si elles ont existé pendant de longues périodes. L'absence de traces ne prouve pas l'absence de complexité, elle prouve seulement l'absence de continuité. Et cette absence peut être provoquée par des événements rapides et violents, mais aussi par des processus lents et insidieux, changements climatiques, migration, transformation sociale, rupture culturelle. Il est tentant de croire que notre époque est protégée contre ce type d'oubli. Nous disposons d'archives numériques, de copies multiples, de systèmes de stockage sophistiqués. Pourtant, cette confiance repose sur une illusion de permanence. Les supports changent, les formats deviennent obsolètes, les données se dégradent, et surtout l'abondance d'informations ne garantit pas leur compréhension future. Un savoir sans contexte est un code sans clé. La mémoire humaine n'est pas seulement menacée par la destruction matérielle, elle est aussi menacée par la sélection. Chaque génération choisit ce qu'elle transmet et ce qu'elle abandonne. Ce choix n'est pas neutre, il reflète des valeurs, des priorités, des peurs. Certaines connaissances sont jugées dangereuses, inutiles ou dérangeantes. Elles sont marginalisées puis oubliées. D'autres sont simplifiées pour être rendues acceptables. Ce processus transforme le passé autant qu'il le préserve. Dans ce cadre, les récits de civilisations disparues prennent une signification particulière. Ils ne sont pas des archives au sens strict, ils sont des signaux faibles. Ils indiquent que quelque chose a existé sans en donner les détails. Ils invitent à une écoute différente, moins littérale, plus attentive aux structures narratives et aux motifs récurrents. La disparition du savoir n'est pas un événement exceptionnel, elle est la norme. Ce qui est exceptionnel, c'est la survie partielle de certains récits à travers des périodes de chaos et de rupture. Lorsqu'une histoire traverse les siècles, ce n'est pas par hasard. C'est souvent parce qu'elle répond à une inquiétude universelle, à une peur fondamentale, à une question que chaque génération se repose différemment. La mémoire fragile des civilisations nous enseigne une chose essentielle. L'oubli n'est pas l'opposé du progrès. Il en est parfois la condition, mais il est aussi son plus grand danger. Une société qui oublie trop vite se condamne à répéter ce qu'elle ne comprend plus. Et une société qui se croit immunisée contre l'oubli prépare souvent les conditions de son propre amnésie. Ce bloc ne cherche pas à prouver l'existence d'un passé précis. Il cherche à montrer pourquoi ce passé, s'il a existé, a pu disparaître presque entièrement de notre champ de vision.
Il prépare le terrain pour comprendre comment un récit comme le récit de l'Atlantide put survivre non pas comme une chronique détaillée, mais comme une ombre persistante, suffisamment vague pour être rejetée, mais suffisamment forte pour ne jamais disparaître. Dans le silence laissé par les civilisations oubliées, il reste toujours une question non résolue. Que choisirions-nous de transmettre si nous savions que tout le reste allait disparaître? Et surtout, que resterait-il de nous si notre monde cessait brutalement de se raconter? Platon, simple messager. Pourquoi le philosophe parlait d'un héritage plus ancien que lui? Lorsqu'un nom traverse plus de 2 millénaires sans perdre sa force, ce n'est jamais par hasard. Pourtant, ce nom est souvent mal compris. On le transforme en autorité ultime, en inventeur, en source originelle. Dans le cas de Platon, cette confusion est presque systématique. On parle de l'Atlantide comme du mythe de Platon, comme s'il en était l'auteur au sens créatif du terme. Or, c'est précisément ce que le philosophe refuse d'être. Il ne se présente jamais comme l'inventeur de cette histoire. Il insiste, au contraire, sur son rôle de transmetteur. Platon parle d'un récit ancien, reçu, transmis, conservé malgré le temps. Il se place dans une chaîne de mémoire, non dans un acte d'imagination libre. Cette posture est essentielle. Dans la pensée antique, revendiquer une origine plus ancienne qu'un récit n'est pas un détail rhétorique, c'est une affirmation de légitimité. Un philosophe pouvait inventer une allégorie, mais il le signalait. Ici, le cadre est différent. Le ton est grave, presque solennel. L'histoire de l'Atlantide n'est pas présentée comme une parabole morale, mais comme un souvenir lointain, déjà ancien pour ceux qui le racontaient. Il faut comprendre le rapport qu'entretenait Platon avec le passé. Pour lui, la connaissance humaine n'est pas toujours une découverte, elle est souvent une réminiscence. Cette idée traverse toute sa pensée. Apprendre, c'est se souvenir de quelque chose que l'âme a déjà connu sous une autre forme. Cette conception n'est pas uniquement métaphysique, elle influence sa manière d'aborder l'histoire. Le passé n'est pas un chaos informe, il contient des structures, des cycles, des répétitions. Et certaines vérités, lorsqu'elles sont oubliées, reviennent sous des formes différentes. Lorsque Platon évoque l'Atlantide, il ne cherche pas à émerveiller, il cherche à avertir. Il décrit une civilisation puissante, organisée, confiante dans sa supériorité. Mais il insiste surtout sur le moment où cette civilisation perd l'équilibre. Le basculement n'est pas soudain, il est progressif. Les valeurs se dégradent avant que les structures ne s'effondrent. Cette logique est centrale. Elle ne concerne pas seulement l'Atlantide, elle concerne toutes les sociétés humaines, y compris celles que Platon observait autour de lui. Il est important de noter que Platon vivait dans un monde obsédé par la mémoire. Les Grecs savaient que des civilisations entières avaient disparu avant eux. Ils vivaient entourés de ruines dont l'origine exacte était déjà floue. Ils héritaient de savoirs fragmentaires venus d'Orient, d'Égypte, de régions qu'ils considéraient comme plus anciennes et parfois plus sages. Dans ce contexte, l'idée qu'un récit puisse provenir d'un passé très lointain n'avait rien d'absurde. Elle était presque attendue. Platon ne décrit pas l'Atlantide comme un miracle isolé. Il la place dans une histoire plus large de l'humanité, une histoire faite d'élévation et de chute. Il suggère que certaines civilisations atteignent un niveau de sophistication élevé, puis disparaissent, laissant derrière elles des traces incomprises. Ce point est crucial. L'Atlantide n'est pas unique par sa grandeur, mais par le fait que son souvenir a survécu, même sous une forme altérée. Pourquoi Platon aurait-il pris le risque de transmettre un tel récit s'il n'avait aucune valeur à ses yeux? Sa réputation, même à son époque, reposait sur la rigueur intellectuelle. Introduire une fiction présentée comme un héritage ancien aurait affaibli son propos philosophique. Au contraire, il utilise cette histoire pour illustrer une vérité plus large. Aucune société n'est à l'abri de sa propre démesure, et plus une civilisation est puissante, plus sa chute peut être profonde. Il faut également comprendre que Platon ne s'adresse pas à des lecteurs naïfs. Il parle à une élite éduquée, capable de distinguer le symbolique du factuel. Le fait qu'il ancre son récit dans une transmission ancienne suggère qu'il s'attend à ce que ses interlocuteurs prennent cette possibilité au sérieux, au moins comme hypothèse. Il ne demande pas une croyance aveugle, il demande une réflexion. Le rôle de Platon, dans cette perspective, est celui d'un passeur. Il se situe à un moment charnière où certaines mémoires sont encore accessibles mais déjà menacées.
Il sait que ce qu'il transmet est fragile. Il sait aussi que le temps déformera son message. Mais il choisit de le préserver, même sous une forme imparfaite, plutôt que de le laisser disparaître complètement. Cette attitude révèle une conscience aiguë de la fragilité du savoir humain. Platon ne croit pas que la philosophie commence avec lui. Il se considère comme un héritier. Et en cela, il rejoint l'idée centrale de ce récit, la civilisation humaine n'avance pas en ligne droite. Elle oscille entre mémoire et oubli, entre lucidité et arrogance. En parlant de l'Atlantide, Platon ne cherche pas à prouver l'existence d'un continent englouti. Il cherche à rappeler une vérité plus dérangeante, l'humanité a déjà oublié des mondes entiers, et elle pourrait oublier le sien. Ce rappel n'est pas nostalgique, il est préventif. Il vise à introduire un doute salutaire dans la certitude du présent. Ce bloc marque un tournant. Il ne s'agit plus seulement de constater la fragilité de la mémoire, mais de comprendre comment cette mémoire a été transmise malgré tout. Platon devient ainsi un point de passage, non une origine, un témoin tardif d'un héritage plus ancien dont il ne possède que des fragments, mais qu'il juge suffisamment importants pour être confiés à l'avenir. La suite de ce voyage ne consistera pas à sanctifier ce témoignage, mais à l'interroger, à comprendre ce qu'il dit explicitement, mais aussi ce qu'il suggère en creux. Car parfois, ce qui a survécu n'est pas ce qui était le plus clair, mais ce qui était le plus essentiel. L'Atlantide comme civilisation avancée. Organisation, valeurs et vision du monde. Lorsque l'on évoque une civilisation avancée, l'imaginaire moderne se précipite vers la technologie, les machines, les artefacts spectaculaires. Pourtant, dans les récits les plus anciens, l'avancement d'une société ne se mesure pas d'abord à ses outils, mais à son organisation interne. L'Atlantide, telle qu'elle nous est transmise, n'est pas décrite comme un miracle technique surgissant du néant, mais comme une structure cohérente, pensée, hiérarchisée, reposant sur une vision du monde précise. C'est ce point qui la distingue fondamentalement d'un simple mythe exotique. L'Atlantide apparaît comme une civilisation consciente de l'ordre. Son territoire est organisé, structuré autour de centres de pouvoir clairement définis. Les espaces ne sont pas disposés au hasard, ils reflètent une compréhension profonde des équilibres entre nature, société et autorité. Cette organisation n'est pas seulement pratique, elle est symbolique. Elle traduit une vision du monde dans laquelle l'harmonie est un principe fondateur, non un idéal abstrait. Au cœur de cette civilisation se trouve une élite dirigeante qui n'est pas présentée comme arbitraire ou tyrannique dans son origine. Le pouvoir atlante repose sur une légitimité ancienne, transmise, encadrée par des règles strictes. Cette élite est investie d'une responsabilité, maintenir l'équilibre entre la puissance de la civilisation et les limites qu'elle s'impose. Le pouvoir n'est pas conçu comme un droit individuel, mais comme une charge collective. Cette distinction est essentielle, car elle montre que l'Atlantide ne se pensait pas comme une société livrée à l'ambition personnelle, du moins à ses débuts. Les valeurs fondatrices de cette civilisation semblent orientées vers la mesure. La richesse, la puissance, l'expansion ne sont pas niées, mais elles sont encadrées. Elles doivent servir la stabilité de l'ensemble, non l'exaltation de quelques-uns. Cette conception du monde implique une compréhension fine des risques liés à l'excès. Une civilisation avancée, dans ce sens, n'est pas celle qui pousse toutes les limites, mais celle qui sait lesquelles ne doivent pas être franchies. La relation à la nature joue ici un rôle central. L'Atlantide n'est pas décrite comme un monde en guerre contre son environnement. Elle semble au contraire s'inscrire dans une forme de maîtrise respectueuse, où la nature est transformée sans être entièrement dominée. Cette posture n'est ni naïve ni idyllique. Elle repose sur une connaissance approfondie des cycles naturels, des ressources, des contraintes. Là encore, l'avancement ne réside pas dans la domination brute, mais dans la compréhension. La vision du monde atlante intègre également une dimension morale. Les lois ne sont pas seulement des instruments de contrôle social, elles sont l'expression d'un ordre perçu comme juste, presque cosmique. Transgresser ces lois ne revient pas seulement à désobéir à une autorité humaine, mais à rompre un équilibre plus vaste. Cette idée traverse de nombreuses traditions anciennes.
Elle suggère que la civilisation se perçoit comme partie prenante d'un ordre plus large, et non comme son centre absolu. Il est crucial de noter que cette organisation avancée n'exclut pas la fragilité. Au contraire, plus une structure est complexe, plus elle dépend de la coopération, de la confiance et de la continuité. L'Atlantide repose sur un système dans lequel chaque élément joue un rôle précis. Cette interdépendance est une force tant que l'équilibre est maintenu. Elle devient une faiblesse dès que certains principes fondateurs sont négligés. La prospérité de l'Atlantide, telle qu'elle est évoquée, n'est pas seulement matérielle, elle est sociale, culturelle, intellectuelle. La société atlante semble valoriser la transmission du savoir, la continuité des institutions, la stabilité des règles. Cette stabilité permet une accumulation progressive de connaissances, une planification à long terme, une vision qui dépasse l'individu. C'est l'un des marqueurs les plus clairs d'une civilisation avancée, la capacité à penser au-delà du présent immédiat. Mais cette vision du monde contient en germe sa propre menace. Une société convaincue de la justesse de son ordre peut devenir aveugle à ses dérives. Les valeurs fondatrices, une fois institutionnalisées, peuvent se rigidifier. Ce qui était au départ un principe vivant devient une règle figée. La confiance dans l'équilibre se transforme petit à petit en certitude d'invulnérabilité. Et c'est là que le glissement commence. L'Atlantide, dans les récits, n'est pas détruite par une force externe soudaine. Elle se fragilise de l'intérieur avant de s'effondrer. L'organisation qui faisait sa force devient incapable de s'adapter à ses propres excès. Les valeurs se vident de leur sens originel. La vision du monde se transforme sans que la société en prenne pleinement conscience. Ce processus est lent, presque imperceptible, et c'est précisément ce qui le rend dangereux. Comprendre l'Atlantide comme une civilisation avancée, ce n'est pas la fantasmer comme un sommet inaccessible, c'est la reconnaître comme une société profondément humaine, avec ses réussites et ses limites. Une société qui avait compris certaines choses essentielles, mais qui a sous-estimé la fragilité de cet équilibre. Cette reconnaissance est fondamentale, car elle empêche toute idéalisation simpliste. L'Atlantide n'est pas un âge d'or perdu, elle est un avertissement structuré. Ce bloc nous montre que l'avancement d'une civilisation ne se mesure pas uniquement à ce qu'elle sait faire, mais à ce qu'elle choisit de ne pas faire. L'Atlantide aurait pendant un temps compris cette distinction, et c'est précisément ce qui rend sa chute si significative. Elle ne s'est pas effondrée par ignorance, mais par oubli de ses propres principes. La suite de ce récit s'attachera à ceux qui incarnaient cette organisation, ceux qui détenaient le pouvoir, non seulement politique, mais symbolique. Car comprendre une civilisation, c'est comprendre ses élites, leurs motivations, leurs peurs et les choix qui les ont menés du maintien de l'équilibre à sa rupture. Les élites atlantes. Pouvoir, responsabilité et la peur de perdre l'équilibre. Toute civilisation complexe repose sur un paradoxe fondamental. Plus elle est structurée, plus elle dépend d'un nombre limité d'individus capables d'en maintenir l'équilibre. Ces individus ne sont pas seulement des dirigeants politiques, ils incarnent une vision, une continuité, une mémoire vivante des principes fondateurs. Dans le récit de l'Atlantide, les élites ne sont pas décrites comme de simples bénéficiaires du pouvoir, elles en sont les gardiennes. Et c'est précisément ce rôle qui les place au cœur de la tragédie. À l'origine, les élites atlantes semblent investies d'une mission claire. Leur autorité n'est pas présentée comme arbitraire, mais comme héritée et encadrée. Elle s'inscrit dans une tradition ancienne, transmise de génération en génération, accompagnée de règles strictes destinées à prévenir les abus. Le pouvoir n'est pas conçu comme une fin, mais comme un moyen de préserver l'harmonie collective. Cette conception implique une lourde responsabilité, celle de résister à la tentation de l'excès. Les dirigeants atlantes ne sont pas dépeints comme des figures froides ou déshumanisées. Ils ont des peurs, des doutes, des ambitions. Leur humanité est centrale dans le récit, car elle explique à la fois la grandeur et la chute de la civilisation. Gouverner une société prospère exige une vigilance constante. Plus la richesse et la puissance augmentent, plus la tentation de relâcher les contraintes se fait sentir. Maintenir l'équilibre devient alors un combat intérieur autant qu'un devoir politique.
La responsabilité des élites ne se limite pas à la gestion matérielle. Elles sont aussi les dépositaires du sens. Elles incarnent les valeurs, interprètent les lois, donnent l'exemple. Leur comportement influence l'ensemble de la société. Tant qu'elles respectent les principes fondateurs, l'ordre se maintient. Mais dès qu'elles commencent à se considérer comme supérieures aux règles qu'elles sont censées protéger, un glissement s'opère. Ce glissement n'est pas immédiat. Il commence souvent par de petites concessions, justifiées par l'efficacité, la sécurité ou la nécessité. Une règle est assouplie pour répondre à une situation exceptionnelle. Une limite est repoussée au nom du bien commun. Ces décisions ne sont pas prises dans un esprit de destruction. Elles sont prises avec de bonnes intentions, ou du moins perçues comme telles. Mais elles créent un précédent. Et chaque précédent affaiblit un peu plus la structure morale qui soutient la civilisation. La peur joue ici un rôle déterminant. Les élites atlantes craignent de perdre le contrôle, craignent que l'équilibre fragile qu'elles maintiennent ne s'effondre si elles ne s'adaptent pas. Cette peur n'est pas irrationnelle, elle est alimentée par la conscience aiguë de la complexité du système. Plus une société est avancée, plus elle est vulnérable aux perturbations internes. Les dirigeants savent que la stabilité repose sur des compromis délicats, et c'est précisément cette connaissance qui peut les conduire à justifier l'injustifiable. À mesure que la civilisation prospère, la distance entre les élites et le reste de la société s'accroît. Cette distance n'est pas seulement matérielle, elle est cognitive et symbolique. Les dirigeants vivent dans un monde de décisions abstraites, de stratégies à long terme, de responsabilités globales. Le reste de la population vit dans le concret du quotidien. Ce décalage peut engendrer une incompréhension mutuelle. Les élites commencent à se percevoir comme indispensables, uniques, irremplaçables. Cette perception est dangereuse. Lorsqu'une élite se considère comme le pilier exclusif de la civilisation, elle tente à confondre son propre maintien avec celui de l'ordre collectif. Toute remise en question devient alors une menace existentielle. La critique est perçue comme une attaque, le doute comme une faiblesse. Dans ce climat, les décisions ne sont plus guidées par la recherche de l'équilibre, mais par la peur de la perte. Le récit de l'Atlantide suggère que ce basculement s'est produit progressivement. Les élites ont cessé de se voir comme des serviteurs de l'ordre pour se concevoir comme des propriétaires. Le pouvoir, autrefois encadré par des règles strictes, devient plus personnel. Les responsabilités se transforment en privilèges. La vigilance morale s'émousse et avec elle la capacité à reconnaître les signaux d'alarme. Il est important de souligner que cette évolution n'est pas présentée comme une corruption soudaine ou caricaturale. Elle est subtile, presque invisible pour ceux qui la vivent. Les élites atlantes ne se pensent pas comme dévoyées, elles se voient comme pragmatiques, réalistes, adaptées à un monde en mutation. C'est cette auto-justification qui rend leur chute inévitable. Car une civilisation qui ne peut plus se critiquer elle-même a déjà commencé à s'effondrer. La peur de perdre l'équilibre conduit paradoxalement à le rompre. En cherchant à contrôler toujours davantage, les élites affaiblissent les mécanismes de régulation. Elles centralisent le pouvoir, réduisent les contrepoids, accélèrent les décisions. Ce faisant, elles rendent le système plus rigide, moins résilient. Et lorsqu'une crise majeure survient, cette rigidité empêche toute adaptation. Ce bloc met en lumière une vérité inconfortable. La chute de l'Atlantide n'est pas le résultat d'une ignorance populaire ou d'une révolte incontrôlée. Elle est le produit d'un déséquilibre au sommet, d'une peur mal maîtrisée, d'une confusion entre responsabilité et domination. Les élites, en oubliant pourquoi elles avaient reçu le pouvoir, ont préparé les conditions de la catastrophe. Comprendre ce mécanisme est essentiel, car il dépasse largement le cadre de l'Atlantide. Il concerne toute société qui concentre un pouvoir immense entre les mains de quelques-uns, même avec les meilleures intentions. La question n'est pas de savoir si ces élites étaient mauvaises. La question est de savoir si elles ont su rester lucides face à leurs propres limites. La suite de ce récit explorera un autre aspect de cette civilisation, ce que l'on appelle sa technologie, non pas comme un ensemble d'objets merveilleux, mais comme une extension de sa vision du monde. Car la manière dont une société utilise ses connaissances en dit souvent plus sur ses valeurs que les connaissances elles-mêmes. La technologie oubliée, ce que signifie vraiment une civilisation avancée. Lorsque l'on parle de technologie dans le contexte d'une civilisation disparue, l'erreur la plus fréquente consiste à projeter nos propres obsessions sur le passé.
On imagine des machines spectaculaires, des dispositifs impossibles, des objets anachroniques surgissant dans un monde ancien. Mais cette projection en dit plus sur notre époque que sur la leur. Dans le récit de l'Atlantide, la technologie n'est jamais présentée comme un catalogue d'artefacts merveilleux. Elle apparaît plutôt comme une conséquence logique d'une certaine manière de penser le monde. Une civilisation avancée n'est pas nécessairement celle qui possède les outils les plus visibles, mais celle qui a développé une compréhension fine des systèmes qu'elle manipule. La technologie atlante semble être intégrée à son environnement, presque discrète. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à fonctionner. Elle est au service de l'organisation sociale, de la gestion des ressources, de la stabilité collective. Cette discrétion est révélatrice. Elle suggère une maturité technique dans laquelle l'innovation n'est plus une fin en soi, mais un moyen parmi d'autres. Dans ce cadre, la technologie n'est pas séparée de l'éthique. Elle est encadrée par des règles, par des usages, par des limites acceptées. Ce point est fondamental. Une société peut posséder des connaissances avancées sans pour autant les exploiter pleinement. Le choix de ne pas utiliser une capacité est parfois plus révélateur que son existence. Cela implique une conscience aiguë des conséquences. Une telle retenue ne peut exister que dans une civilisation qui a déjà expérimenté les effets destructeurs de l'excès. La technologie atlante semble ainsi profondément liée à la gestion de l'équilibre. Elle sert à canaliser, à stabiliser, à organiser. Elle ne vise pas la domination totale, mais l'optimisation d'un système complexe. Cette approche contraste fortement avec l'idée moderne de progrès, souvent associée à la conquête, à l'accélération, à l'expansion sans limite. Ici, l'avancement se mesure à la capacité de maintenir un ordre durable, non à repousser constamment les frontières du possible. Il est également important de noter que la technologie ne se limite pas aux outils matériels. Elle inclut les méthodes, les structures, les savoir-faire immatériels. Les systèmes de gouvernance, les modes de transmission du savoir, les techniques d'organisation sociale sont eux aussi des technologies. Sous cet angle, l'Atlantide apparaît comme une société hautement sophistiquée, non parce qu'elle aurait défié les lois de la nature, mais parce qu'elle aurait su les intégrer dans un ensemble cohérent. Cependant, cette sophistication porte en elle un risque majeur. Plus une société dépend de systèmes complexes, plus elle devient vulnérable à leur dysfonctionnement. Une technologie intégrée peut devenir invisible, elle cesse d'être interrogée, elle est considérée comme acquise. Et lorsqu'elle commence à produire des effets secondaires indésirables, il devient difficile de les identifier, car le système est trop imbriqué pour être modifié facilement. Le récit suggère que l'Atlantide a atteint un point où sa maîtrise technique dépassait sa capacité d'adaptation morale. Les outils, les méthodes, les structures continuaient de fonctionner, mais les valeurs qui les encadraient s'érodaient. La technologie, autrefois au service de l'équilibre, commence alors à amplifier les déséquilibres. Elle accélère les décisions, renforce le pouvoir, creuse les écarts. Ce basculement n'est pas le fruit d'une invention soudaine, mais d'un changement de finalité. Il est tentant de chercher dans la chute de l'Atlantide une cause technologique directe, une machine incontrôlée, une énergie mal maîtrisée, une expérience fatale. Mais le récit ne va pas dans ce sens. Il suggère plutôt que la technologie a joué un rôle d'amplificateur. Elle n'a pas créé la crise, elle l'a rendue plus rapide, plus profonde, plus irréversible. Là où une société moins avancée aurait connu un déclin progressif, l'Atlantide a subi un effondrement brutal. Cette distinction est essentielle. Elle montre que la technologie n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle reflète les intentions et les limites de ceux qui l'utilisent. Une civilisation avancée est celle qui comprend cette neutralité apparente et qui met en place des garde-fous. Lorsque ces garde-fous disparaissent, la technologie cesse d'être un outil de stabilité pour devenir un facteur de fragilité. Le savoir technique, une fois accumulé, crée une illusion de contrôle. Les élites atlantes, confiantes dans leur maîtrise des systèmes, auraient pu croire que toute perturbation était gérable. Cette confiance excessive est l'un des traits récurrents des sociétés complexes. Elle conduit à sous-estimer les risques systémiques, ceux qui ne se manifestent pas immédiatement, mais qui s'accumulent silencieusement jusqu'au point de rupture. La technologie oubliée de l'Atlantide n'est donc pas un mystère à résoudre, mais une leçon à comprendre. Elle rappelle que l'avancement véritable ne réside pas dans la capacité à faire, mais dans la capacité à s'arrêter, à renoncer, à reconnaître que certaines puissances ne doivent être exercées sans une sagesse équivalente.
Cette sagesse, lorsqu'elle s'érode, laisse la technologie fonctionner seule, sans boussole. Ce bloc prépare un moment clé du récit, car lorsque les valeurs ne suffisent plus à contenir la puissance, la chute devient une question de temps. La civilisation continue d'avancer, mais dans une direction qu'elle ne contrôle plus entièrement. Et c'est à ce moment précis que l'arrogance remplace la vigilance, que la certitude remplace le doute. La suite de cette histoire abordera ce basculement décisif, non pas comme un événement soudain, mais comme une transformation intérieure. Car avant que les villes ne s'effondrent et que les terres ne disparaissent, quelque chose s'est brisé dans la manière dont l'Atlantide se percevait elle-même. La chute annoncée, quand la maîtrise devient arrogance. Il n'existe pas de moment précis où une civilisation bascule soudainement de la sagesse à la démesure. La chute ne commence pas avec le fracas, mais avec un changement presque imperceptible dans la manière de se penser soi-même. Dans le cas de l'Atlantide, ce basculement se manifeste lorsque la maîtrise, longtemps considérée comme un devoir, commence à être vécue comme une preuve de supériorité. Ce glissement est subtil. Il ne s'accompagne pas d'un rejet explicite des anciennes valeurs, mais d'une réinterprétation progressive de leur sens. Les élites atlantes, fortes de siècles de stabilité et de prospérité, commencent à percevoir l'équilibre non plus comme une conquête fragile, mais comme un état naturel. Ce qui avait été maintenu par une vigilance constante devient une évidence. La civilisation se regarde comme aboutie, complète, presque invulnérable. Cette certitude marque un tournant, car une société qui se croit arrivée à maturité cesse d'apprendre. Elle n'écoute plus les signaux faibles. Elle confond continuité et permanence. L'arrogance ne se manifeste pas nécessairement par des actes spectaculaires. Elle s'exprime d'abord dans l'intérieur intérieur d'une civilisation. Les décisions sont prises avec moins de doute, les avertissements sont relativisés, les exceptions deviennent la norme. La réussite passée est utilisée comme justification pour des choix de plus en plus risqués. Ce processus est renforcé par la mémoire sélective. Les périodes de crise antérieures sont réinterprétées comme des anomalies surmontées grâce à l'ingéniosité atlante, renforçant l'illusion d'un contrôle absolu. Dans ce climat, la frontière entre maîtrise et domination devient floue. Ce qui était autrefois une gestion mesurée des forces naturelles et sociales se transforme en volonté d'imposer une direction unique, sans tolérance pour l'imprévu. L'Atlantide ne cherche plus seulement à maintenir l'équilibre interne, elle cherche à étendre son modèle, à le confirmer, à le rendre incontestable. Cette expansion n'est pas nécessairement territoriale, elle est idéologique. Elle consiste à croire que l'ordre atlante est le seul ordre possible. La peur, paradoxalement, ne disparaît pas, elle change de forme. Elle ne concerne plus l'effondrement, mais la perte de suprématie. Les élites craignent que tout ralentissement, toute remise en question, toute retenue soit interprétée comme une signe de faiblesse. Cette peur alimente une fuite en avant. Chaque décision vise à renforcer la position acquise, même si elle fragilise les fondations du système. L'arrogance naît souvent de cette peur masquée, la peur de découvrir que l'on n'est pas aussi indispensable que l'on le croit. À mesure que cette dynamique s'installe, les mécanismes de régulation se grippent. Les voix dissidentes sont marginalisées, non par violence ouverte, mais par disqualification subtile. Elles sont jugées archaïques, pessimistes, déconnectées de la réalité. La critique devient suspecte, le doute est assimilé à un manque de loyauté. Dans une civilisation qui se pense parfaite, toute remise en question est vécue comme une menace existentielle. Ce qui rend cette phase particulièrement dangereuse, c'est qu'elle s'accompagne souvent d'une efficacité apparente. Les systèmes fonctionnent encore, les infrastructures tiennent, la prospérité continue. Rien en surface ne semble annoncer une catastrophe imminente. C'est précisément cette normalité qui aveugle. La civilisation confond le court terme avec la stabilité. Elle ne voit pas que les tensions s'accumulent dans des zones moins visibles, la confiance sociale, la cohésion morale, la capacité à absorber l'imprévu. Le récit de l'Atlantide suggère que la chute était annoncée bien avant de se produire, non pas par des prophéties mystiques, mais par des signaux internes, des déséquilibres croissants, une rigidité institutionnelle, une incapacité à revenir sur des choix contestables. La maîtrise, autrefois synonyme de sagesse, devient un outil d'auto-justification. Plus la civilisation se sent puissante, moins elle accepte l'idée de limite. Cette arrogance collective n'est pas nécessairement consciente, elle se diffuse dans la culture, dans les récits, dans l'éducation.
Les générations suivantes grandissent dans un monde où l'Atlantide est présentée comme le sommet de l'histoire humaine. Cette vision façonne les attentes, les ambitions, les normes. Elle rend impensable l'idée même d'un effondrement. Et lorsqu'un événement imprévu survient, la réaction est souvent inadéquate, car le cadre mental ne permet pas d'en saisir la portée. Il est important de comprendre que la chute de l'Atlantide n'est pas décrite comme une punition morale infligée de l'extérieur. Elle est la conséquence logique d'un système qui a perdu sa capacité d'autocorrection. Une civilisation qui ne doute plus d'elle-même devient incapable de se transformer. Elle continue à avancer, mais sur une trajectoire figée jusqu'à rencontrer une limite qu'elle ne peut pas franchir. Ce bloc marque l'instant où l'effondrement cesse d'être une possibilité abstraite pour devenir une certitude différée. La catastrophe n'est pas encore là, mais elle est déjà inscrite dans les choix accumulés. L'Atlantide ne tombe pas parce qu'elle était ignorante, elle tombe parce qu'elle était convaincue de savoir. La suite de ce récit élargira le regard. Elle montrera que la chute de l'Atlantide ne peut être comprise isolément. Elle s'inscrit dans une logique plus vaste, celle des cycles. Des cycles qui dépassent une seule civilisation et qui interrogent la trajectoire globale de l'humanité. Cataclysme et cycle. Pourquoi les effondrements se répètent dans l'histoire humaine? Lorsqu'une civilisation s'effondre, l'explication la plus rassurante consiste à invoquer un événement exceptionnel, un cataclysme soudain, une catastrophe imprévisible, une force extérieure contre laquelle rien n'aurait pu être fait. Cette interprétation protège l'orgueil humain. Elle permet de croire que la chute est accidentelle, non structurelle. Pourtant, lorsque l'on observe l'histoire sur la longue durée, un motif réapparaît sans cesse. Les effondrements ne sont jamais entièrement imprévus et rarement purement extérieurs. Dans le récit de l'Atlantide, la catastrophe finale prend la forme d'un bouleversement naturel. Mais ce bouleversement n'est pas présenté comme une anomalie isolée. Il intervient dans un contexte de fragilité accumulée. Le cataclysme agit comme un déclencheur, non comme une cause unique. Il révèle brutalement ce que la civilisation n'était plus capable de supporter. Autrement dit, la chute était déjà en cours avant que la nature ne frappe. Cette logique dépasse largement le cas Atlante. L'histoire humaine est rythmée par des cycles d'expansion et de contraction. Des sociétés émergent, se complexifient, atteignent un niveau élevé d'organisation, puis se rigidifient. Elles deviennent dépendantes de conditions spécifiques, stabilité climatique, ressources abondantes, cohésion sociale. Lorsque ces conditions changent, même légèrement, les structures les plus sophistiquées deviennent vulnérables. Le cataclysme, dans ce cadre, joue un rôle révélateur. Il n'anéantit pas une civilisation solide, il fait s'effondrer une civilisation déjà fragilisée. Une société résiliente peut absorber des chocs importants. Une société rigide se brise face à des perturbations relativement modestes. La différence ne réside pas dans la puissance de l'événement, mais dans la capacité d'adaptation du système. Les cycles civilisationnels ne sont pas mécaniques, mais ils sont récurrents. Ils reposent sur des dynamiques humaines profondes. Accumulation du pouvoir, spécialisation excessive, perte de flexibilité, éloignement entre dirigeants et réalité matérielle. À mesure que ces dynamiques s'intensifient, la société devient plus performante à court terme, mais plus fragile à long terme. Le succès prépare paradoxalement l'échec. Dans le cas de l'Atlantide, le récit suggère que la société avait atteint un point de non-retour. Les mécanismes d'autorégulation étaient trop affaiblis pour permettre une transformation interne. Lorsque le choc survient, il ne provoque pas une réforme, mais une rupture. Le système ne s'adapte pas, il s'effondre. Cette distinction est cruciale. Les civilisations ne disparaissent pas parce qu'elles changent, elles disparaissent parce qu'elles ne peuvent plus changer. L'idée de cycle est souvent mal comprise. Elle n'implique pas que l'histoire se répète à l'identique. Chaque civilisation est unique dans ses formes, ses technologies, ses croyances. Mais les structures sous-jacentes, elles, présentent des similitudes frappantes. La montée de la complexité, la centralisation du pouvoir, la confiance excessive dans la stabilité acquise, la difficulté croissante à remettre en question les fondements du système. Ces éléments forment une trajectoire reconnaissable.
Le cataclysme final, qu'il soit climatique, géologique ou social, agit comme une limite physique à une dynamique déjà insoutenable. Il n'est pas nécessairement exceptionnel à l'échelle de la planète. Il est exceptionnel à l'échelle d'une civilisation devenue trop dépendante d'un état précis du monde. L'Atlantide, dans ce sens, n'est pas victime d'un destin cruel, mais d'une incompatibilité entre sa structure et un environnement en mutation. Il est tentant de croire que notre époque aurait rompu ce cycle grâce à la science, à la prévision, à la maîtrise technique. Pourtant, cette croyance repose sur la même illusion que celle des civilisations passées, l'idée que la complexité protège. Or, l'histoire suggère l'inverse. Plus une société est complexe, plus elle est sensible aux perturbations systémiques. Plus elle dépend de chaînes longues et spécialisées, plus la rupture d'un seul maillon peut avoir des effets disproportionnés. Les cycles ne sont pas une fatalité, mais une tendance. Ils peuvent être infléchis, ralentis, transformés. Mais cela exige une conscience aiguë des limites, une capacité à renoncer à certaines formes de croissance, une volonté de préserver la résilience plutôt que l'efficacité maximale. Le récit de l'Atlantide laisse entendre que cette conscience a existé, puis qu'elle s'est dissipée avec le temps. Comprendre les cycles, ce n'est pas céder au pessimisme, c'est reconnaître que la permanence n'est jamais acquise. C'est accepter que toute civilisation, aussi avancée soit-elle, repose sur des équilibres instables, et que l'oubli de cette instabilité est souvent le premier pas vers l'effondrement. Ce bloc élargit la perspective. Il montre que l'Atlantide n'est pas une exception isolée, mais une expression particulièrement claire d'un phénomène plus vaste. Un phénomène qui traverse l'histoire humaine et qui interroge notre rapport au progrès, à la mémoire et au temps long. La suite de ce récit s'intéressera à ce qui survit après la chute. Car même lorsque les structures s'effondrent et que les villes disparaissent, tout ne s'éteint pas. Quelque chose passe à travers les ruines, des fragments, des survivants, des récits. Et c'est à partir de ces restes que l'histoire recommence. Les survivants, transmission secrète du savoir après la disparition de l'Atlantide. Lorsqu'une civilisation s'effondre, l'imaginaire collectif se concentre souvent sur la destruction, les villes englouties, les terres ravagées, les structures anéanties. Pourtant, une chute totale est une illusion rétrospective. Même dans les catastrophes les plus brutales, tout ne disparaît pas. Il reste toujours des survivants, des individus ou des groupes qui échappent à l'anéantissement, parfois par hasard, parfois par préparation. Et avec eux subsiste quelque chose de bien plus fragile que les pierres, la mémoire. Le récit de l'Atlantide suggère que la disparition n'a pas été instantanée pour tous. Certains ont survécu, non comme des porteurs triomphants d'un savoir intact, mais comme des fragments humains d'un monde brisé. Ces survivants n'emportent pas avec eux la civilisation, ils emportent des traces, des gestes, des récits incomplets, des principes déconnectés de leur contexte d'origine. Et c'est précisément cette transmission imparfaite qui va façonner l'avenir. Après l'effondrement, la priorité n'est plus la préservation du savoir abstrait, elle est la survie immédiate. Les survivants doivent s'adapter à des environnements dégradés, à des sociétés hostiles ou primitives, à des conditions radicalement différentes de celles qu'ils ont connues. Dans ce contexte, une grande partie des connaissances devient inutilisable, trop complexe, trop dépendante d'infrastructures disparues, trop coûteuse à maintenir. Le savoir se simplifie, se condense, se transforme. Ce qui subsiste n'est pas nécessairement ce qui était le plus avancé, mais ce qui était le plus adaptable. Des principes généraux plutôt que des techniques précises, des règles de conduite plutôt que des systèmes complexes, des récits plutôt que des schémas. La mémoire de l'Atlantide se métamorphose alors. Elle cesse d'être une description, elle devient une leçon, une mise en garde transmise de génération en génération, parfois sans que son origine soit comprise. Cette transmission secrète n'est pas le résultat d'un complot organisé, elle est la conséquence naturelle de la fragmentation. Les survivants s'intègrent à d'autres sociétés, ils se dispersent, leur savoir se mêle à des traditions locales, il est réinterprété, ritualisé, parfois sacralisé. Ce processus efface les détails concrets, mais renforce la portée symbolique. Ce qui était autrefois une expérience vécue devient un mythe fondateur.
Il est important de comprendre que la mémoire transmise après une catastrophe n'est jamais neutre, elle est chargée de traumatisme. Les survivants portent la peur de la répétition. Ils ont vu une civilisation puissante disparaître. Ils savent, parfois confusément, que certaines limites ne doivent pas être franchies. Cette peur s'inscrit dans les récits qu'ils transmettent. Elle se transforme en tabou, en interdit, en règles morales souvent perçues comme arbitraires par ceux qui n'en connaissent plus l'origine. Avec le temps, ces récits se détachent de leur source. Ils deviennent universels. On ne parle plus de l'Atlantide, on parle d'un âge antérieur, d'un monde des origines, d'un temps où les hommes étaient trop puissants, trop orgueilleux, trop proches des forces qu'ils ne maîtrisaient pas. Le nom disparaît, mais la structure du récit demeure. Une civilisation brillante, une faute, une chute, une dispersion. Cette structure se retrouve dans de nombreuses traditions, non comme une preuve factuelle, mais comme une mémoire partagée. La transmission du savoir après l'Atlantide n'est donc pas cumulative, elle est sélective et défensive. Elle cherche moins à reconstruire qu'à empêcher la répétition. Les survivants ne tentent pas de rebâtir l'ancien monde à l'identique. Ils savent, consciemment ou non, que ce monde n'était pas soutenable. Leur héritage n'est pas un plan, mais un avertissement. Et cet avertissement se transmet d'autant plus efficacement qu'il est voilé. À mesure que les générations passent, le lien avec l'événement initial s'affaiblit, le traumatisme s'atténue. Les sociétés issues de ces survivances retrouvent le désir d'expansion, de maîtrise, de dépassement. Les anciens interdits sont questionnés, les récits sont rationalisés, puis relégués au rang de fable. Mais quelque chose subsiste toujours. Une inquiétude diffuse face à l'excès, une méfiance envers certaines formes de puissance, une intuition que tout progrès commet un prix. Ce bloc révèle une dimension essentielle du message atlante. La disparition n'est pas une fin absolue, elle est une transition. Le savoir ne disparaît pas entièrement, il change de forme, il se dissimule pour survivre. Et cette dissimulation est peut-être sa plus grande force. Un savoir explicite peut être détruit, un savoir symbolique peut traverser les millénaires. La transmission secrète n'est pas un choix conscient de cacher la vérité, elle est la conséquence naturelle de la fragmentation. Les survivants s'intègrent à d'autres sociétés, ils se dispersent, leur savoir se mêle à des traditions locales, il est réinterprété, ritualisé, parfois sacralisé. Ce processus efface les détails concrets, mais renforce la portée symbolique. Ce qui était autrefois une expérience vécue devient un mythe fondateur. La suite de ce récit suivra ces fragments de mémoire à travers le monde. Elle montrera comment des récits apparemment éloignés les uns des autres partagent une même structure profonde. Comme si un souvenir ancien, brisé en 1000 morceaux, continuait de circuler sous des formes différentes, attendant d'être reconnu. Traces dispersées. Mythes similaires à travers le monde et mémoires fragmentées. Lorsque l'on observe les récits fondateurs des civilisations humaines, une étrangeté apparaît. Des peuples séparés par des océans, par des millénaires, par des langues sans lien apparent, racontent pourtant des histoires étonnamment proches dans leur structure. Ces récits parlent d'un temps ancien, antérieur à l'ordre actuel du monde. Ils évoquent une humanité plus proche des forces primordiales, dotée d'un savoir ou d'un pouvoir aujourd'hui perdu. Et presque toujours, ils se concluent par une rupture brutale, un déluge, un effondrement, une dispersion. Ces ressemblances ont longtemps été expliquées par la simple imagination humaine ou par des besoins symboliques universels. Il est vrai que certaines peurs et certaines aspirations sont communes à tous les êtres humains. Mais cette explication ne suffit pas à rendre compte de la précision de certains motifs récurrents. L'idée d'une civilisation antérieure avancée, détruite par sa propre démesure ou par un déséquilibre profond, apparaît avec une insistance troublante. Dans de nombreuses traditions, le monde n'a pas commencé tel qu'il est aujourd'hui. Il est le résultat d'une succession d'âges. Chaque âge est plus imparfait que le précédent. Cette dégradation progressive n'est pas présentée comme une simple perte de pureté morale, mais comme une perte de connaissance, de proximité à un ordre fondamental. Le passé est perçu non comme primitif, mais comme plus complet, plus cohérent. Cette inversion du récit moderne du progrès est frappante. Les mythes de destruction globale occupent une place centrale dans cette mémoire fragmentée. Le déluge, sous différentes formes, apparaît comme un mécanisme de réinitialisation.
Il efface une humanité devenue trop puissante, trop déséquilibrée, trop éloignée de certaines limites. Les survivants sont peu nombreux. Ils doivent recommencer dans un monde transformé. Ce schéma n'est pas seulement narratif. Il véhicule une idée forte. La civilisation humaine n'est pas continue. Elle est ponctuée de ruptures. Ces récits ne se contentent pas de décrire une catastrophe. Ils insistent sur ce qui précède. Une période de prospérité extrême, une maîtrise avancée des arts, des lois, parfois même des forces naturelles. Puis vient un moment de bascule, une faute, un excès, une perte d'harmonie. Le cataclysme apparaît alors non comme une injustice, mais comme une conséquence. Cette logique est remarquablement cohérente à travers des cultures qui n'ont, en apparence, aucun contact direct. La mémoire fragmentée fonctionne comme un miroir brisé. Chaque mythe en conserve un éclat. Aucun ne raconte l'histoire complète. Mais ensemble, ils dessinent une silhouette reconnaissable. Une humanité ancienne, organisée, confiante dans son pouvoir, puis confrontée à ses propres limites. Le nom change, les détails varient, mais la structure demeure. Cette persistance interroge. Elle suggère l'existence d'un souvenir commun, transmis et transformé au fil du temps. Il est important de comprendre que ces récits ne sont pas des archives historiques au sens strict. Ils ne fournissent pas de dates précises ni de descriptions techniques fiables. Leur fonction n'est pas de documenter, mais de signifier. Ils condensent une expérience collective en images fortes, capables de traverser des périodes d'oubli et de rupture. Ce faisant, ils sacrifient la précision au profit de la survivance. La fragmentation de la mémoire explique pourquoi ces mythes sont souvent contradictoires dans leurs détails. Certains décrivent une punition divine, d'autres parlent d'un déséquilibre naturel, d'autres encore évoquent une faute morale ou une transgression interdite. Ces variations reflètent les valeurs des sociétés qui les ont transmises, mais sous ces interprétations se cache un noyau commun, la conviction qu'un monde antérieur s'est effondré parce qu'il avait franchi certaines limites. Cette mémoire fragmentée est également marquée par une ambivalence profonde. Les civilisations anciennes sont à la fois admirées et redoutées. Elles sont décrites comme brillantes, mais aussi dangereuses. Leur savoir est envié, mais leur destin sert d'avertissement. Cette ambivalence empêche toute idéalisation naïve. Elle transforme le passé en leçon plutôt qu'en modèle à imiter. À mesure que les sociétés se complexifient de nouveau, ces récits perdent leur fonction préventive. Ils deviennent des histoires pour enfants, des symboles religieux, des objets d'études académiques. Leur charge existentielle s'atténue, mais elle ne disparaît jamais complètement. Elle réapparaît dans les périodes de crise, lorsque le présent cesse de sembler stable et que le passé reprend une voie. Le cas de l'Atlantide s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Ce n'est pas un mythe isolé, mais l'un des fragments les plus explicites d'une mémoire mondiale éclatée. Il parle avec une clarté particulière de l'organisation, de la puissance et de la chute d'une civilisation avancée. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il a été si souvent rejeté, parce qu'il ressemble trop à ce que l'humanité préfère oublier. Ce bloc montre que la question n'est pas de savoir si tous ces mythes décrivent le même événement. La question est de comprendre pourquoi tant de cultures ont ressenti le besoin de raconter une histoire similaire. Pourquoi l'idée d'un effondrement antérieur revient avec une telle insistance, et ce que cela révèle de la conscience humaine face au temps long. La suite de ce récit s'attachera à un aspect plus sombre de cette transmission fragmentée. Car si certains savoirs se perdent naturellement, d'autres sont parfois volontairement effacés. Le pouvoir n'est pas seulement un facteur de création, il est aussi un facteur d'oubli. Et c'est cette dimension que nous allons maintenant explorer. Pouvoir et oubli. Pourquoi certaines connaissances sont volontairement effacées? L'oubli n'est pas toujours le fruit du temps ou du hasard. Dans l'histoire humaine, il est parfois le résultat d'un choix. Une décision implicite ou explicite de ne pas transmettre, de ne pas conserver, de ne pas rappeler. Ce type d'oubli est plus difficile à percevoir, car il laisse peu de traces visibles. Il ne détruit pas forcément les récits, il les transforme, les marginalise, les rend inoffensifs.
Et c'est précisément cette forme d'oubli qui joue un rôle central dans la disparition de certaines connaissances. Lorsqu'une civilisation s'effondre, les sociétés qui lui succèdent ne repartent jamais de zéro. Elles héritent de fragments, de ruines, de récits, mais elles héritent aussi d'un rapport au pouvoir profondément modifié. Les nouveaux équilibres politiques, sociaux ou religieux nécessitent souvent une réorganisation du passé. Certains souvenirs deviennent gênants, ils remettent en cause la légitimité des nouvelles élites. Ils suggèrent que l'ordre actuel n'est ni naturel ni éternel. Dans ce contexte, l'oubli devient un outil. Effacer une connaissance ne signifie pas toujours la détruire physiquement. Il suffit parfois de la discréditer, de la qualifier de dangereuse, d'hérétique, d'irrationnelle ou d'inutile. Une idée peut survivre dans les marges, mais perdre toute capacité d'influence. Elle devient un vestige folklorique, une superstition, un mythe sans portée. Ce processus est d'autant plus efficace qu'il est progressif. Personne ne se souvient du moment où la décision a été prise. Le pouvoir, sous toutes ses formes, a un rapport ambivalent à la mémoire. Il a besoin du passé pour se légitimer, mais il redoute les passés alternatifs. Un récit qui évoque une civilisation antérieure avancée, disparue par excès de puissance, constitue une menace symbolique. Il rappelle que toute domination est temporaire, que toute structure peut s'effondrer, et que le savoir accumulé ne garantit ni la stabilité ni la survie. Dans ce contexte, certaines connaissances deviennent indésirables, non parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles sont déstabilisantes. Elles introduisent le doute, elles relativisent l'autorité, elles suggèrent que le présent n'est qu'une étape parmi d'autres. Pour un pouvoir en quête de permanence, cette idée est intolérable. Il est donc plus simple de laisser ces récits s'effacer ou de les réduire à des fables sans conséquence. L'effacement volontaire du savoir ne se fait pas toujours par la censure brutale, il passe souvent par la simplification. Les récits complexes sont raccourcis, les ambiguïtés sont éliminées, les dimensions critiques sont neutralisées. Ce qui reste est une version appauvrie, compatible avec l'ordre établi. Le message subsiste, mais il a perdu sa capacité d'interpellation. Il ne dérange plus. Ce phénomène est particulièrement visible dans la manière dont les mythes anciens sont transmis. Ils sont souvent vidés de leur dimension politique ou civilisationnelle pour être réduits à des leçons morales individuelles. La chute d'un monde devient la punition d'une faute abstraite, non l'échec d'un système. Cette transformation déplace la responsabilité. Elle empêche toute réflexion sur les structures de pouvoir, sur les choix collectifs, sur les dynamiques de long terme. Il est également important de comprendre que l'oubli peut être une stratégie de survie. Après un effondrement, certaines connaissances sont perçues comme dangereuses, car elles rappellent un traumatisme collectif. Les sociétés préfèrent se tourner vers l'avenir, reconstruire, simplifier. Dans ce contexte, maintenir vivante la mémoire d'une civilisation disparue par excès de puissance peut être psychologiquement insupportable. L'oubli, alors, protège autant qu'il appauvrit. Mais cet oubli a un coût. En effaçant certaines expériences du passé, les sociétés se privent de leçons essentielles. Elles se condamnent à redécouvrir par elles-mêmes des limites déjà franchies autrefois. Le pouvoir, en cherchant à stabiliser le présent, fragilise l'avenir, car une civilisation qui ne se souvient que de ce qui la conforte devient incapable de reconnaître les signes de sa propre fragilité. Ce bloc révèle que la disparition de l'Atlantide du champ de la connaissance explicite n'est pas seulement due au temps ou aux catastrophes, elle est aussi liée à un choix collectif, répété à travers les âges. Celui de ne pas trop regarder en arrière, de ne pas interroger les récits qui mettent en doute l'idée d'un progrès continu et maîtrisé, de préférer une histoire rassurante à une mémoire dérangeante. L'oubli volontaire n'est jamais total. Il laisse des traces, des incohérences, des silences. Ces silences sont parfois plus éloquents que les discours officiels. Ils indiquent des zones de tension, des questions non résolues, des vérités inconfortables. L'Atlantide, dans ce cadre, n'est pas seulement un mythe oublié, elle est un souvenir refoulé. La suite de ce récit s'attachera à une conséquence profonde de cet oubli organisé, la peur collective de recommencer. Car même lorsque la mémoire consciente disparaît, le traumatisme peut persister sous une autre forme,
une crainte diffuse, une méfiance envers certaines formes de pouvoir, une angoisse face à la répétition. Et c'est cette dimension invisible que nous allons maintenant explorer. La peur de recommencer. Le traumatisme collectif des civilisations disparues. Lorsqu'un traumatisme dépasse l'échelle individuelle, il ne disparaît pas avec ceux qui l'ont vécu. Il se transforme. Il s'inscrit dans les comportements, dans les récits, dans les choix collectifs, même lorsque son origine précise a été oubliée. Les civilisations, comme les individus, peuvent porter des blessures anciennes sans en avoir conscience. La disparition de mondes entiers laisse des traces invisibles, mais persistantes, dans la manière dont l'humanité pense le pouvoir, le progrès et ses propres limites. Le traumatisme collectif ne se manifeste pas par des souvenirs clairs. Il se manifeste par des peurs diffuses, souvent contradictoires. Une fascination pour la puissance, mêlée à une crainte instinctive de ses conséquences. Un désir d'expansion, accompagné d'un sentiment d'urgence ou de culpabilité, difficile à expliquer. Ces tensions traversent les cultures, les époques, les systèmes de pensée. Elles suggèrent l'existence d'une expérience partagée, profondément enfouie. Dans le cas de l'Atlantide, la chute n'est pas seulement un événement historique hypothétique, elle devient une matrice émotionnelle, une expérience fondatrice qui a marqué durablement la conscience humaine. Même lorsque le récit explicite s'est fragmenté ou effacé, la peur de recommencer subsiste. Elle se manifeste sous la forme de tabous, d'interdits, de mythes moralisateurs qui mettent en garde contre l'hubris, l'excès, la transgression des limites naturelles. Cette peur n'est pas toujours rationnelle, elle ne s'appuie pas sur des preuves conscientes. Elle agit comme un instinct culturel. Certaines technologies suscitent une méfiance immédiate, avant même que leurs effets soient pleinement compris. Certaines formes de pouvoir provoquent une inquiétude disproportionnée. Ces réactions peuvent sembler irrationnelles, mais elles prennent un autre sens lorsqu'on les envisage comme des réminiscences traumatiques. Le traumatisme collectif agit également sur la manière dont les sociétés racontent leur origine. Beaucoup de cultures décrivent un âge antérieur plus harmonieux, suivi d'une chute. Cette structure narrative n'est pas anodine. Elle exprime une perte, un sentiment que quelque chose a été brisé et ne peut être entièrement restauré. Cette nostalgie diffuse n'est pas seulement le regret d'un passé idéalisé, elle est l'écho d'une expérience de rupture. La peur de recommencer influence aussi la manière dont les sociétés conçoivent le progrès. Elle introduit une ambivalence profonde. D'un côté, le progrès est célébré comme une libération, une victoire sur la nature et les contraintes. De l'autre, il est perçu comme une fuite en avant potentiellement dangereuse. Cette ambivalence se traduit par des débats récurrents, des cycles d'enthousiasme et de rejet, des mouvements de recul face à certaines avancées. Ce traumatisme n'est pas uniforme. Il s'exprime différemment selon les contextes culturels. Dans certaines sociétés, il prend la forme d'un conservatisme prononcé, d'une valorisation de la tradition et de la retenue. Dans d'autres, il se manifeste par une obsession de la maîtrise et du contrôle, comme si l'on cherchait à conjurer la peur par une domination totale. Dans les deux cas, la même inquiétude sous-jacente est à l'œuvre, éviter une nouvelle chute. La transmission inconsciente du traumatisme explique pourquoi certaines histoires continuent de nous toucher malgré leur ancienneté. Elles réveillent une émotion familière sans que nous sachions pourquoi. Elles parlent à une mémoire qui n'est pas individuelle, mais collective. Une mémoire qui ne se souvient pas des faits, mais des conséquences. La peur, la perte, l'effondrement. Dans le récit de l'Atlantide, cette dimension est centrale. La civilisation ne disparaît pas seulement physiquement, elle laisse une empreinte émotionnelle durable, une mise en garde inscrite dans la conscience humaine. Certaines formes de puissance ont un prix, et ce prix peut être total. Cette mise en garde n'est pas toujours entendue consciemment, elle agit en arrière-plan, influençant les choix sans être nommée. Il est tentant de croire que la peur est un frein au progrès, mais elle peut aussi être une protection, un rappel silencieux des limites. Le problème survient lorsque cette peur est refoulée ou ignorée,
lorsqu'une société cherche à se convaincre qu'elle a définitivement dépassé les erreurs du passé. Dans ces moments, le traumatisme cesse de jouer son rôle préventif et devient un facteur de répétition. Ce bloc montre que l'histoire de l'Atlantide n'est pas seulement un récit sur une civilisation disparue, elle est un récit sur la mémoire humaine et ses mécanismes de défense, sur la manière dont une espèce tente de survivre à ses propres excès en se racontant des histoires, en posant des interdits, en cultivant des peurs parfois incomprises. La suite de ce voyage se tournera vers le présent. Elle examinera comment cette mémoire enfouie résonne dans notre monde contemporain. Car si l'Atlantide est un miroir, alors il ne reflète pas seulement le passé, il reflète aussi ce que nous sommes devenus et les choix qui se présentent à nous aujourd'hui. L'humanité moderne face au miroir Atlante, progrès, risques et aveuglement. Lorsque l'on regarde notre époque à travers le prisme de l'Atlantide, un malaise discret s'installe, non parce que les contextes seraient identiques, mais parce que certaines attitudes le sont. Jamais auparavant l'humanité n'a disposé d'un tel pouvoir de transformation, jamais elle n'a été aussi confiante dans sa capacité à prévoir, corriger et maîtriser les conséquences de ses actes. Et jamais, paradoxalement, elle n'a été aussi vulnérable à des ruptures systémiques qu'elle peine à concevoir dans leur globalité. L'humanité moderne se définit par le progrès. Cette notion structure notre rapport au temps, à l'histoire, à l'avenir. Le progrès est perçu comme cumulatif, irréversible, presque naturel. Chaque génération s'attend à vivre mieux que la précédente, à comprendre davantage, à contrôler plus finement son environnement. Cette vision est profondément ancrée. Elle conditionne les choix politiques, économiques, technologiques. Elle façonne même l'imaginaire collectif. Imaginer un futur sans progrès est devenu difficile, presque inconcevable. Pourtant, cette certitude repose sur une hypothèse rarement interrogée, celle que l'accumulation du savoir entraîne nécessairement une augmentation de la sagesse. Or, rien dans l'histoire humaine ne confirme une telle équivalence. Le savoir peut accroître la puissance sans renforcer la lucidité. Il peut élargir le champ des possibles sans affiner le sens des limites. Le miroir Atlante renvoie précisément cette image dérangeante, une civilisation capable de grandes réalisations, mais aveugle à ses propres fragilités. L'aveuglement moderne ne se manifeste pas par l'ignorance, il se manifeste par la confiance excessive dans les systèmes. Nous croyons que les structures complexes nous protègent, que la redondance, la spécialisation, l'interconnexion garantissent la résilience. Or, ces mêmes caractéristiques peuvent amplifier les crises. Plus un système est interconnecté, plus une perturbation locale peut se propager rapidement. Plus il est optimisé, moins il tolère l'imprévu. Comme l'Atlantide, l'humanité contemporaine tente à confondre stabilité et contrôle. Les périodes de prospérité prolongée sont interprétées comme des preuves de solidité structurelle. Les signaux d'alerte sont relativisés, repoussés, intégrés dans des modèles qui promettent des solutions futures. Cette gestion du risque repose sur une croyance implicite, celle que le temps joue en notre faveur, que chaque problème peut être différé, corrigé, compensé par une innovation ultérieure. Le miroir Atlante révèle une autre possibilité. Et si le temps ne garantissait rien? Et si certaines dynamiques, une fois enclenchées, devenaient irréversibles malgré toute la sophistication des outils disponibles? L'Atlantide, dans les récits, ne manque pas de connaissances, elle manque de retenue au moment critique. Elle continue d'avancer parce qu'elle ne sait plus comment s'arrêter sans perdre la face, sans remettre en cause ses fondements. L'humanité moderne partage cette difficulté. Renoncer est perçu comme un échec, la modération comme un recul, la remise en question comme une menace pour l'ordre établi. Dans ce cadre, le progrès devient une obligation morale autant qu'un objectif pratique. Il faut avancer, innover, croître sous peine de déclassement ou de stagnation. Cette pression collective réduit l'espace du doute et rend les choix alternatifs presque impensables. Le risque principal n'est pas la répétition exacte du scénario Atlante, mais la transposition. Chaque époque invente sa propre forme d'hubris. Pour l'Atlantide, il s'agissait peut-être d'une confiance excessive dans un équilibre technologique et politique. Pour notre monde, il s'agit d'une foi dans la capacité des systèmes globaux à absorber indéfiniment les chocs. Dans les deux cas, le danger réside moins dans l'erreur ponctuelle que dans l'incapacité à reconnaître une trajectoire devenue dangereuse. Le miroir Atlante ne condamne pas le progrès, il interroge son sens. Il pose une question simple et radicale. Progrès vers quoi?
Une civilisation peut accumuler des capacités tout en perdant sa capacité à se gouverner elle-même. Elle peut multiplier les moyens sans clarifier les fins. Cette dissociation est l'un des signes les plus inquiétants d'un déséquilibre avancé. Il est significatif que l'Atlantide soit souvent représentée comme une civilisation sûre de sa supériorité morale autant que technique. Cette conviction est un piège. Elle empêche toute comparaison critique avec le passé. Elle transforme l'histoire en marche triomphale plutôt qu'en réservoir d'expérience. L'humanité moderne, en se percevant comme définitivement sortie de l'enfance, risque de reproduire ce schéma d'auto-justification. Ce bloc ne propose pas de verdict. Il ne s'agit pas d'annoncer une catastrophe imminente, ni de céder au pessimisme. Il s'agit de reconnaître que le miroir atlante nous renvoie une image inconfortable, mais précieuse, celle d'une civilisation qui n'a pas su s'arrêter à temps, non par ignorance, mais par confiance excessive dans sa propre intelligence. La suite de ce récit s'attachera à ce que l'Atlantide semble encore nous dire, au-delà de la peur et du traumatisme. Car si ce mythe a survécu, ce n'est pas seulement pour avertir, c'est aussi pour transmettre un message plus profond, souvent mal compris, un message qui ne concerne pas la nostalgie du passé, mais la responsabilité du présent. Le message caché de l'Atlantide. Avertissement, non nostalgie. Il serait facile de lire l'histoire de l'Atlantide comme une lamentation sur un âge d'or perdu, comme le regret d'un monde plus harmonieux, plus sage, plus équilibré que le nôtre. Pourtant, cette lecture est trompeuse. Elle transforme un avertissement en nostalgie et un message actif en simple mélancolie. Or, ce que l'Atlantide semble transmettre n'est pas un appel au retour en arrière, mais une mise en garde adressée à l'avenir. Le cœur du message atlante ne réside pas dans la grandeur passée, mais dans la dynamique qui a conduit à sa disparition. Il ne dit pas « regardez ce que nous avons été », il dit « regardez ce que nous avons fait et ce que cela a produit ». Cette distinction est essentielle. Une nostalgie invite à l'imitation ou au regret. Un avertissement invite à la responsabilité. L'Atlantide n'est pas présentée comme un modèle à reproduire. Elle est présentée comme un exemple à comprendre. Sa sophistication, son organisation, sa maîtrise ne sont pas glorifiées pour elles-mêmes. Elles sont contextualisées, puis mises en tension avec leurs conséquences. Le message n'est pas que la puissance est mauvaise, mais qu'elle exige une vigilance constante, et que cette vigilance est plus difficile à maintenir que la puissance elle-même. Ce message est souvent mal compris, car il ne propose pas de solution simple. Il ne fournit ni règles universelles, ni système clé en main. Il ne dit pas où placer la limite, mais rappelle qu'une limite existe et que l'ignorer a un coût. Cette indétermination est frustrante pour l'esprit moderne, habitué aux modèles précis et aux réponses opérationnelles. Mais elle est aussi ce qui rend le message durable. L'avertissement atlante ne s'adresse pas à une technologie particulière, ni à une structure politique spécifique. Il s'adresse à une attitude, à une manière de se percevoir comme civilisation. Tant qu'une société se pense comme exceptionnelle, définitivement différente de toutes celles qui l'ont précédée, elle s'expose au même aveuglement. Le message ne concerne pas ce que l'on fait, mais ce que l'on croit être. Il est significatif que l'Atlantide disparaisse précisément au moment où elle cesse de douter d'elle-même. Le doute n'est pas présenté comme une faiblesse, mais comme une condition de survie. Une civilisation capable de se remettre en question peut ralentir, corriger, transformer sa trajectoire. Une civilisation convaincue de sa propre justesse avance droit, même lorsque le sol se dérobe sous ses pas. Le message caché de l'Atlantide n'encourage pas la peur, mais la lucidité. Il ne dit pas que toute avancée mène à la destruction, il dit que toute avancée non interrogée mène à la fragilité. Cette nuance est cruciale, elle permet d'échapper au fatalisme comme à l'arrogance. Elle ouvre un espace de responsabilité collective. Ce message est difficile à entendre, car il ne flatte aucune certitude. Il ne promet ni salut automatique, ni catastrophe inévitable. Il place la charge de l'avenir sur les choix présents. Et ces choix ne sont pas uniquement techniques ou économiques, ils sont culturels, symboliques, narratifs. Ils concernent la manière dont une société raconte son propre succès et ce qu'elle choisit de taire. Lire l'Atlantide comme un avertissement, c'est accepter que le passé ne soit pas un simple décor, mais un interlocuteur.
Un interlocuteur qui ne parle pas en termes de faits vérifiables, mais en termes de structure, de motifs, de conséquences. Ce type de dialogue est inconfortable, car il ne permet pas de se réfugier derrière l'idée que tout est différent aujourd'hui. Le message n'est pas « éviter la technologie », « éviter la puissance », « éviter l'ambition ». Le message est « ne confondez jamais vos moyens avec votre sagesse, ne supposez jamais que la complexité vous protège, et surtout, ne croyez jamais que l'histoire est terminée. Une civilisation qui pense avoir dépassé les cycles devient aveugle aux signes qui les annoncent. Ce bloc prépare la dernière question, non pas une conclusion, mais une mise en tension finale, car un avertissement n'a de sens que s'il est entendu. Et entendre suppose une disposition intérieure particulière, celle d'accepter que l'avenir n'est pas garanti, mais qu'il n'est pas non plus écrit à l'avance. L'Atlantide ne nous demande pas d'y croire, elle nous demande de réfléchir, de regarder nos certitudes avec un léger décalage, de reconnaître que le véritable danger n'est pas l'erreur, mais l'impossibilité de reconnaître qu'une erreur est en train de se produire. Il ne reste plus qu'une question, la plus difficile de toutes. Une question qui ne concerne ni le passé, ni le mythe, mais le présent. Une question qui ne demande pas une réponse immédiate, mais une honnêteté profonde. Sommes-nous prêts à entendre ce message aujourd'hui? La question n'est pas de savoir si l'Atlantide a existé telle qu'elle est racontée. La question est de savoir pourquoi son récit continue de résonner avec autant de force. Pourquoi, malgré les siècles, malgré les changements de langage, de croyances et de technologie, cette histoire demeure pertinente. Si elle avait perdu tout lien avec notre réalité, elle se serait dissoute dans l'oubli. Or, elle persiste. Et cette persistance suggère que le message qu'elle porte n'a pas encore été pleinement entendu. Être prêt à entendre ce message implique une posture rare. Cela exige de renoncer, au moins partiellement, à l'idée que notre époque serait fondamentalement différente de toutes les autres. Non pas dans ses formes, mais dans ses dynamiques profondes. Cela demande d'admettre que certaines logiques humaines traversent le temps, indépendamment des outils utilisés. La recherche de puissance, le désir de sécurité absolue, la tentation de croire que l'on contrôle plus que ce que l'on maîtrise réellement. Entendre le message de l'Atlantide, ce n'est pas céder à la peur d'un effondrement imminent, c'est accepter l'incertitude comme un élément constitutif de toute civilisation. C'est reconnaître que la stabilité n'est jamais un état définitif, mais un processus à entretenir. Une civilisation prête à entendre ce message est une civilisation capable de s'interroger sur ses propres récits fondateurs, sur les mythes qu'elle se raconte pour se rassurer. La difficulté majeure réside dans le fait que ce message ne flatte aucune identité collective. Il ne dit pas « vous êtes les élus », il ne dit pas « vous êtes condamnés », il dit « vous êtes responsables ». Responsable de la manière dont vous utilisez votre savoir, responsable de la manière dont vous distribuez le pouvoir, responsable de la manière dont vous interprétez votre succès. Cette responsabilité est lourde, car elle ne peut être déléguée à une autorité extérieure, à une loi naturelle ou à un destin. Sommes-nous prêts à entendre que certaines limites ne sont pas des obstacles à contourner, mais des repères à respecter? Sommes-nous prêts à accepter que ralentir puisse parfois être un acte de lucidité et non un aveu de faiblesse? Sommes-nous capables de distinguer ce qui peut être fait de ce qui doit être fait? Ces questions ne sont pas techniques, elles sont éthiques, culturelles, existentielles. L'Atlantide, en tant que message, ne cherche pas à provoquer une rupture brutale avec le présent. Elle invite à une inflexion, à une légère correction de trajectoire, à une réintroduction du doute dans un monde qui valorise la certitude. Elle rappelle que la capacité à se remettre en question est l'une des formes les plus avancées d'intelligence collective. Peut-être que le véritable héritage de l'Atlantide n'est ni une technologie perdue, ni une sagesse oubliée, mais une question laissée en suspens. Une question que chaque civilisation doit se poser à un moment critique de son histoire, non pas pour y répondre une fois pour toutes, mais pour y revenir régulièrement avant que la réponse ne soit imposée par les événements. Sommes-nous prêts à entendre ce message aujourd'hui? La réponse n'est pas uniforme, elle ne peut pas l'être, mais le simple fait de poser la question indique que le message n'est pas entièrement perdu. Il circule encore sous forme de récits, de doutes, d'inquiétudes, de débats. Tant qu'il circule, une possibilité demeure.
L'Atlantide ne nous observe pas depuis les profondeurs, elle n'attend pas d'être redécouverte, elle existe déjà là où une civilisation s'interroge honnêtement sur ses propres limites. Et peut-être que pour la première fois depuis longtemps, cette interrogation redevient audible. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette exploration jusqu'au bout. Si cette réflexion sur l'Atlantide, la mémoire des civilisations et notre propre avenir a éveillé votre curiosité ou nourri votre questionnement, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Votre présence et votre attention donnent vie à ces récits. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des mystères du passé et des questions du présent.